Bienvenue au podcast Vue d'en haut, une présentation Drone Expert. Je me présente Emma Cadieux et ma collègue Sarah Lebac, ici au marketing. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est le centre d'expertise en drone à Québec. À chaque semaine, on va recevoir des experts dans le domaine du drone, puis ils vont pouvoir partager avec vous leurs connaissances. Bon podcast! Bon podcast! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Maxime, qui est responsable de la boutique. Aujourd'hui, on va vraiment y aller avec un épisode sur les drones consommateurs, donc vraiment des drones grand public. On va commencer avec ta présentation. Moi, je suis responsable du point de vente chez Drone Expert. Donc, tout ce qui est vente de drones consommateurs, services après-vente, réparation, maintenance, c'est moi qui m'en occupe. Je suis passionné des technologies depuis très longtemps. J'adore les drones. Genre, je connaissais absolument pas ça avant d'arriver chez Drone Expert. Puis depuis que je suis là, je suis devenu comme un gros nerd de drones. J'ai beaucoup de fun. Puis, je suis fier de mon point de service. Fait que, genre, j'ai vraiment hâte que le monde rentre et qu'ils viennent nous voir. Max, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre un drone consommateur et un drone professionnel? La première différence, c'est le prix. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Un drone, particulièrement un drone de qualité, c'est pas un objet qu'on achète chez Walmart pour 99$. Donc, un drone professionnel, c'est pas ma spécialité, mais c'est sûr qu'il y a un price tag plus élevé, mais il y a aussi des performances beaucoup plus élevées, notamment au niveau de la programmation de l'appareil, des options, de l'autonomie de l'appareil en soi, ça se travaille presque tout seul. Dans le consommateur, surtout avec les micro-drones, les drones en dessous de 250 grammes, évidemment, il a fallu qu'on coupe à certains endroits pour le poids, mais aussi pour le prix. Donc, la principale différence va être là, parce que les drones consommateurs vont quand même faire de l'image vraiment bonne. Genre, on parle du 4K dans le drone d'entrée de gamme. Ça fait... J'ai une réalisatrice d'une chaîne de télé québécoise bien connue, que je nommerai pas, qui a amené ce drone-là dans un magnifique pays d'Afrique pour faire quelques plans de coupe pour son documentaire, puis elle l'a pas regretté du tout. Même dans le drone consommateur, la qualité d'image est incroyable. C'est vraiment au niveau de l'autonomie du drone, peut-être au niveau de l'optique, au niveau du zoom ou de la profondeur de champ, qu'il va y avoir... pardon. Au niveau du zoom ou de la profondeur de champ, qu'il va y avoir une certaine différence parce que les lentilles, évidemment, c'est des objets qui sont assez dispendieuses. Donc, c'est sûr que c'est un choix à faire, mais même dans le drone consommateur, on a des appareils qui sont vraiment faits pour faire de l'image plus que professionnelle. On pourrait faire là, de la télévision avec ça. OK. Donc, c'est vraiment l'usage, puis un petit peu les specs, en fait, qui diffèrent les deux, là. Oui, puis beaucoup la programmation. On va, par exemple, trouver dans ce qu'on vend le plus souvent aux consommateurs d'un DJI Mini 4 Pro, qui est un micro-drone en dessous de 250 grammes. Le drone se pilote à peu près de la même façon que, disons, un Mavic 3 entreprise. Mais le DJI Mini 4 Pro n'est pas fait pour avoir des routes planifiées, pour aller faire des photos à une certaine vitesse, pour aller, par exemple, faire une photogrammétrie à partir du ciel. Il n'y aura pas non plus un obturateur mécanique, ça va être un obturateur numérique. Donc, ça va se sentir quand même si on essaie d'avoir un usage professionnel, qu'on cherche à faire des livrables. Par contre, pour ce qui est de la prise d'image, je veux dire, tu le sais aussi bien que moi, on a utilisé des drones comme ça pour faire certaines de nos publicités, puis le résultat était extrêmement beau. Oui, effectivement. Effectivement. Puis je dirais un petit peu, si on peut parler de l'évolution du marché du drone consommateur, donc grand public qu'on utilise ici. Je vais revenir au drone professionnel là-dessus, mais le drone professionnel connaît une croissance fulgurante. Mais le drone consommateur, c'est presque l'inverse, au sens que c'est pas que les gens en veulent pas, c'est qu'avec l'inflation des dernières années, c'est un problème qui touche vraiment tout le monde, là, on s'en rend vraiment compte au niveau du drone, les gens ont beaucoup plus tendance à acheter usagé. Ce qui est, à la limite, je dirais, presque un problème parce que on le voit beaucoup, moi je suis très actif sur les groupes Facebook de drones, on voit beaucoup de personnes qui ont acheté un citron ou qui se sont fait frauder carrément par un drone qui avait été acheté avec une carte de crédit volée. Donc, le marché est beaucoup là-dedans pour sauver des sous. Mais moi, en tant que professionnel, je pourrais jamais recommander d'acheter usagé. Fait que l'évolution du marché est là-dessus beaucoup, puis je comprends les gens parce que ça coûte cher un drone, mais les appareils qu'on sort de nos jours sont tellement meilleurs que ceux qu'on sortait il y a à peine 3 ans. Non, c'est sûr. On peut pas juste comparer les specs puis dire « Ah oui, c'est un petit peu meilleur ». Non, c'est juste une autre game. C'est carrément une autre game. Fait que le marché s'enligne de plus en plus vers des drones qui sont capables de produire des images exceptionnelles, qui vont avoir une bonne autonomie de batterie. Les gens veulent des drones faciles à piloter parce que
il y a un certain nombre d'années, les drones étaient très sensibles au vent, au mouvement, là, tout ce qui se passait autour d'eux. Aujourd'hui, les drones, on peut littéralement les oublier dans les airs, puis ils vont venir réatterrir eux-mêmes après. C'est ce que les gens veulent, la simplicité. Parce que personne ne veut devoir passer 100 heures à se pratiquer avant d'être capable de faire son hobby de manière au moins acceptable. Non, c'est ça. Les gens veulent avoir la télécommande dans les mains, puis tout de suite Plug and avoir play. un rendu, là. Plug and play. Avoir des vidéos, avoir des photos tout de suite super bonnes, bon niveau. Puis des options aussi là, qui peuvent faire de la bonne vidéo aussi, assez rapidement. Ah ben, on sort un Mini 4 Pro de sa boîte, on lui donne une petite heure de charge de batterie. On s'entend qu'on ne peut pas éviter ce problème-là. Ah oui. Mais après ça, ça prend 10 minutes, on se connecte, on fait une mise à jour, puis on est prêt à faire des images à partir du ciel. On peut même s'en servir comme d'un gimbal manuel, un peu comme une Osmo. On met le drone en mode FPV, puis on peut le déplacer comme ça, puis ça fait de la bonne image aussi. C'est surprenant. La dame qui est venue acheter un drone pour sa production en Afrique, à l'origine, elle venait pour acheter une Osmo. Quand j'ai montré ce qu'on peut faire avec un Mini 4 Pro, qu'en plus on peut amener dans le ciel, elle était complètement convaincue. Oui, c'est sûr. Puis là, je suis contente justement que tu abordes le sujet de FPV. Si tu voulais peut-être développer ce petit côté-là pour que notre auditeur... Oui, c'est vrai. J'oublie souvent que les gens qui vont nous écouter sont peut-être un petit peu moins dans le monde du drone que nous. Hein, on est vraiment tripeux. Le FPV, c'est tellement un silo à part. Il y a vraiment deux silos. On va avoir ce qu'on appelle les drones GPS. Ça inclut la grande majorité des drones d'entreprise aussi. C'est des drones qui vont se positionner vraiment par GPS ou par GNSS qu'on appelle en fait. Ils vont se connecter au satellite, ils vont avoir une précision vraiment bonne dans l'espace et dans le temps. Vraiment très bonne. C'est des drones qui vont pouvoir rester très stables, qui vont faire de l'image extrêmement stable, l'image des beaux panoramas en hauteur, où est-ce que ça se déplace lentement. Ça, c'est ce qu'on voit dans un drone GPS. À l'inverse, l'autre silo, les drones FPV, sont des drones qu'on appelle First Person View. C'est exactement comme être dans le cockpit d'un avion. En fait, ces drones-là doivent se piloter avec des lunettes. On ne peut pas juste prendre une manette puis les piloter parce que c'est très courant qu'on les perd de vue. On perd de vue ces drones-là en les pilotant, ce qui, soit dit en passant, requiert un observateur visuel si on veut être réglementaire selon Transport Canada. Donc, ça prend des lunettes. C'est vraiment une expérience. C'est comme de la course automobile, mais aérienne. C'est plus un gadget. On peut faire de la super belle image avec ça. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on va utiliser pour faire des photos de vacances. En tout cas, c'est ce que je préfère expliquer parce que le drone est un peu plus limité, sa nacelle a moins d'axes, donc la caméra est moins stabilisée, on sent le mouvement entièrement. C'est fait pour faire des action takes, puis beaucoup moins fait pour faire des beaux panoramas. Oui, c'est ça. On peut penser au genre de vidéos de vélos de montagne, par exemple, Oui. que les vélos de montagne se font suivre par les drones, puis que c'est super Oui. sportif. Ça brasse Oui. beaucoup, là. Même, on peut comparer avec quelqu'un qui met une GoPro sur son casque de vélo. Ouais. Ça ressemble énormément. En fait, c'est le même concept. À l'origine, les drones FPV avaient des GoPro dessus, ou l'équivalent par DJI, si c'était du DJI. Fait qu'on retrouvait ça. Ça fait de la super belle image, mais c'est pas la même sorte d'image, c'est pas le même rendu. J'ai des agents immobiliers qui veulent faire des images de propriété, qui achètent des drones souvent, puis ils envisagent, là, ils sont comme « Ah, le Avata, il a de l'air le fun. » C'est comme, ils ont le goût de jouer avec. Mais quand tu leur dis qu'est-ce que ça fait, ils sont comme « Ouais, je suis peut-être mieux d'aller rester avec le Mini 4 Pro. » Puis là, tu leur dis « Ouais, by the way, le Mini 4 Pro, on peut quand même connecter des lunettes dessus, le mettre en mode FPV. C'est moins sportif, mais c'est le fun pareil. » Ah ben, une capacité de plus pour le fameux Mini 4 Pro. Non, c'est ça, c'est quand même un bon paquet de drones, comme qu'on dit. Mais une chose qui est quand même différente, les deux, c'est vraiment la vitesse. Là. Je pense que FPV, tu sais, la vitesse que ça va comparativement à un Mini 4, c'est deux mondes différents. Hey, un Avata 2 avec le vent dans le dos. Puis ça, c'est pas le drone le plus rapide. Là. Les FPV les plus rapides sont faits custom. Mais le Avata 2 de DJI avec le vent dans le dos va aller faire du 85 km/h. Je veux dire, on peut quasiment suivre un auto sur la route. Là. C'est vraiment surprenant. C'est des petits drones. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'accessoires embarqués. Là. Tout est mis dans le drone en soi puis dans le casque. Ils vont vite. Ils ont des protège-hélices qui sont faits de base, sont très solides parce que, c'est malheureux à dire, mais ces drones-là ont beaucoup tendance à s'écraser, plus que les drones GPS parce qu'ils n'ont pas de capteur d'obstacle. Ouais. Mais ils sont plus solides aussi. Fait que c'est vraiment comme une autre sorte de... Je vais dire le mot jouet, là, mais en grosse parenthèse, là, mais c'est comme une autre sorte de jouet. Là. On n'est pas dans le même domaine. Non, c'est ça. Il y en a un qui est plus protégé parce que plus de chances d'impact, diront. Plus de certitude d'impact. On va dire ça comme ça. T'es pas un bon pilote à moins que t'aies fait un crash, c'est ça? J'ai pour m'en dire que tout le monde crache. Il y a 3 sortes de pilotes, hein, on s'entend. Il y a ceux qui ont déjà crashé, il y a ceux qui n'ont pas encore crashé, puis il y a les menteurs. C'est toujours bon. T'as déjà commencé à parler d'applications, en fait, pour les drones grand loisir. T'as parlé de clients qui étaient en
dans le milieu du cinéma. Oui. Si tu veux peut-être dire d'autres utilisations, applications pour des drones consommateurs. T'as du marché immobilier aussi. Le drone consommateur a beaucoup d'usages commerciaux. On s'entend, c'est pas deux catégories complètement exclusives. Il y a d'ailleurs beaucoup de grandes entreprises, que je n'aimerais pas, qui sont des clients à nous, qui opèrent des flottes de drones consommateurs, que ce soit en backup ou juste pour les petits usages. On peut faire, par exemple, de l'inspection de bâtiments avec un drone consommateur. Il faut être plus prudent, évidemment, on est proche d'une surface assez dure, mais on peut très bien le faire. On fait de la photographie, que ce soit pour la télévision, la cinématographie, pour les publicités, pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, les Mini 4 Pro ont la possibilité de faire du format portrait natif. Donc, on n'a plus besoin d'aller crop l'image après puis faire perdre full résolution. On y va directement en mode Instagram, c'est parfait. On peut aussi utiliser des drones de type consommateur pour l'immobilier. On est beaucoup encore dans la photographie, mais ça, c'est une grosse partie de notre clientèle. Je pense que tous les agents immobiliers ont des drones aujourd'hui. Les agents immobiliers, les inspecteurs en bâtiment, pour le drone consommateur, c'est les grosses entreprises qui s'en servent. J'ai même une anecdote. Un inspecteur en bâtiment est rentré un matin, puis il me dit « J'ai vraiment besoin d'un drone. » Je dis « OK, parfait. En avez-vous déjà un? C'est un remplacement? » Il me dit « Ah non, mais c'est parce que je suis allé sur une grosse job aujourd'hui avec 2 autres inspecteurs. Puis là, je les vois sortir leur drone shop. Ils me disent « Hey, il est où ton drone? » Mon client me dit « Ben, je les ai fait à croire que je l'avais oublié à la maison. Fait que là, je suis là. Ça m'en prend un aujourd'hui. C'est si facile à piloter que ça. » Je suis comme « I got you, man. » On l'a fait. Le gars, il était gêné de ne pas l'avoir. À tel point, c'est vraiment comme normal dans ces milieux-là d'en avoir que il passait un peu pour un idiot de ne pas avoir son drone. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un bel outil, on peut se le dire aussi. Oui. Les vidéos, quand tu y penses, des agents immobiliers, où est-ce que tu vois les prises aériennes, même ceux qui rentrent à l'intérieur des maisons aussi, probablement en mode FPV. En mode FPV. On va pouvoir faire des takes intérieurs en mode FPV. En mode GPS, on évite toujours de décoller à l'intérieur. Pour les inspecteurs en bâtiment, les drones aussi ont l'avantage d'être un énorme gain de temps. On n'a pas toujours besoin de monter sur une structure quand on peut l'inspecter visuellement. Et puis également, un attrait important pour la sécurité. Qui dit ne pas monter sur un toit, ou moins le faire, dit moins de risque d'en tomber. Puis à chaque année, il y a des accidents de personnes qui se blessent à cause de ça. Donc les drones viennent rendre certains milieux, notamment dans la construction, beaucoup plus sécuritaires. Effectivement. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui qu'on se prive de cet outil-là quand on a besoin de monter pour faire de l'inspection visuelle. C'est certain là, que c'est essentiel. Oui, surtout au prix que ça a. Pour commencer, les entrées de gamme, on s'entend que c'est assez abordable pour une compagnie qui veut éviter... Ah oui, absolument. Puis même, à la limite, les drones, je veux dire, les drones d'entreprise, comme par exemple le Mavic 3 Entreprise, est beaucoup utilisé pour ça. Oui, il est plus cher, mais on ne rajoute pas un zéro. Là. Non, on est quand même dans une gamme de prix qui est très abordable pour une entreprise, pour quelqu'un qui est sérieux, professionnel. C'est sûr que les micro-drones ont un avantage incroyable au niveau de la législation. Ils peuvent décoller à beaucoup plus d'endroits et ce sans permis pour l'opérateur, tandis que les drones plus gros requièrent une licence du Transport Canada, ils sont un peu plus limités. Mais les deux sont extrêmement utilisés, puis j'en suis vraiment très content. On en voit de plus en plus, partout ce qu'on va, on voit des drones voler, puis on trouve ça donc bien cool, mais je sais pas, moi je m'en rends même plus compte. Oui, c'est sûr. On va y aller avec la prochaine question, en fait, qui s'oriente un petit peu pour comment qu'on choisit un bon drone pour nos besoins. Bien, ça va être niaiseux comme réponse. Je pense que la meilleure façon de bien choisir un drone pour nos besoins, c'est de commencer par bien connaître nos besoins. Puis ça, c'est vrai pour tous les domaines de ce qu'on va appeler la vente ou l'acquisition. Il y a des gens qui pensent justement en rentrant que ça leur prend un Avata 2, ils veulent faire du FPV, puis tu leur poses 2-3 questions, tu te rends compte que non, ça ne fera pas ce qu'ils veulent. Fait que la meilleure chose à faire, la première chose à faire, c'est de bien s'informer. On peut le faire sur Internet. Il y a d'excellents YouTubers. J'aime citer Billy Kyle. C'est mon YouTuber de drone préféré. Il fait des reviews de drones DJI depuis des années. Il les connaît par cœur. Il les compare tout le temps. Ça, c'est une bonne source. Évidemment, il y a nous. Hein. Je peux pas ne pas dire que la meilleure chose, ça serait de venir chez Drone Expert puis d'avoir une petite conversation d'une demi-heure avec moi. Je dis une demi-heure. Des fois, c'est plus long que ça. Des fois, c'est moins long que ça. Mais ça peut durer une demi-heure facile sur les drones avec moi parce que c'est moi qui est tout le temps là. À part quand je suis malade, je veux dire, je suis tout le temps en avant dans le magasin. J'accueille le monde. J'aime ça, jaser avec eux autres. Venez m'en parler des drones. Venez m'en parler des drones. C'est une bonne plug. C'est mon gros fun. Là. Je suis là pour ça. Puis je vais pouvoir répondre à vos questions. Puis si je ne le sais pas, ben, je veux dire, j'ai pas la science infuse, mais j'ai toute une équipe en arrière qui peut répondre à mes questions. Puis on a vraiment, vraiment un gros bagage d'expertise. Là. Parmi les 15 employés de Drone Expert, même 15, 16, on est rendu? Quasiment une vingtaine. 20 ans. Oh, Seigneur, ça va vite. Mon Dieu que ça va vite. Super.
Puis, as-tu des conseils pour les débutants, puis des conseils pour des passionnés? Oui. Pour le débutant, achetez pas usagé. OK. Vraiment pas. Je comprends qu'on veut sauver de l'argent. À la limite, là, si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, venez louer un drone chez nous. On peut le faire. On fait la location de drone, on loue le Mini 4, on loue même le Mini 3. À la limite, si le Mini 4 est sorti, on peut louer le Avata. Venez l'essayer, vous allez le savoir. Mais quand vient le temps d'acheter, pour le débutant, achetez neuf avec garantie et prenez la garantie supplémentaire. À coût de l'argent, c'est sûr. C'est un type de garantie qu'on appelle type assurance. Mais vous allez finir par vous cracher. C'est sûr et certain. La question, c'est quand. Avec le pari qu'on fait quand on achète cette garantie-là, c'est que ça va arriver dans les 2 premières années, ce qui est fort probable. I mean, ça m'est arrivé dans mon 2e mois chez Drone Expert de faire un crash. Là. Oui. Fait que cette garantie-là est importante. Pour la personne qui est beaucoup plus avancée dans le domaine du drone, le conseil va être le même au niveau de la garantie puis de l'achat. Par contre, cette personne-là va avoir des attentes qui sont plus élevées. Fait que peut-être que ça vaut la peine à ce moment-là d'aller chercher le permis de Transport Canada que beaucoup d'enthousiastes ont. Je pense qu'on est 115 000 au Canada à avoir ce permis-là. C'est quand même beaucoup. D'aller chercher le permis puis de se doter d'un appareil qui va dépasser un petit peu leurs besoins. Si on se limite vraiment à nos besoins de base, on se rend rapidement compte que quand on veut aller plus loin, on est limité par la technologie qu'on a achetée. Si on va une petite coche au-dessus, on se donne de la marge. C'est sûr que c'est un step-up de prix. Là. Il y a une bonne différence quand même entre un Mini et un Mavic 3 Pro. Mais encore une fois, on ne rajoute pas un zéro. C'est vraiment juste une question de choisir un drone qui va dépasser un peu nos besoins parce que dès le moment où on s'en sert beaucoup, c'est là qu'on se rend compte de ses limites. Puis tous les drones ont des limites, c'est des appareils qui volent, il faut limiter la quantité de choses qu'on met là-dessus, c'est extrêmement énergivore, faire un take-off, un lift-off. Fait qu'il faut qu'on limite le poids, il faut qu'on limite les options, fait que c'est sûr et certain qu'il faut bien choisir les fonctionnalités du drone en fonction de nos besoins, même si le prix est plus élevé. C'est sûr que c'est cher un drone. On le sait, là. On ne se le cachera pas, un drone c'est cher. Mais le remplacement d'un drone, on s'entend, c'est toujours plus cher que la garantie DJI Carry Fresh. Ça, Seigneur. J'ai 2 clients à date, non, 3 depuis hier matin. 3 clients depuis que je travaille chez Drone Expert qui n'ont pas pris la garantie. Je ne veux pas les faire sentir mal, mais moi, je me sens mal pour eux parce que je le sais ce qui arrive. J'en passe, là, des réparations, on ne peut plus en faire sur place à cause de la politique de DJI, mais on traite les réparations pour nos clients, on fait des suivis de dossiers pour eux. J'en vois tellement des appareils qui ont été contrôlés par un pilote super responsable, mais qui est arrivé une niaiserie, que ce soit un épervier, que ce soit une branche d'arbre trop fine pour les capteurs d'obstacles, un coup de vent, trop proche de l'eau. Le drone, il ne voit plus la surface, il s'ajuste en hauteur, puis tombe dans l'eau, ça peut arriver. Ça peut arriver à n'importe qui. Puis remplacer un drone, ça coûte le prix de n'acheter un neuf. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça alors que la garantie, elle couvre les bris? C'est tellement plate de parler de garantie dans un podcast, mais j'ai pas le choix. Un drone, ça crache. Un char, quand on rentre dans un banc de neige, c'est pas grave. À la limite, il va y avoir une pogne dans le bumper, c'est fait pour ça. Un drone, ça n'a pas de bumper. Si ça pogne une branche, ça tombe puis ça pète. Ouais. Okay? Puis la nacelle sur un drone, ce qu'on appelle le gimbal en bon français, ce qui tient la caméra, ça coûte une fortune à remplacer, puis ça donne que c'est ce qui brise à peu près 30% du temps. À 400$, la nacelle, là, juste besoin de le cracher une fois, puis on a remboursé la garantie 3 fois. C'est ça. C'est un bon choix, facile à faire. Ouais. Je sais, tantôt, tu as abordé un petit peu là, le côté régulation puis sécurité, en fait, des drones grand public. Tu voulais peut-être démystifier un petit peu le tout, expliquer les règlements 249 grammes et tout. Oui. La réglementation canadienne en matière de drones est un petit peu différente de celle aux États-Unis. Fait qu'il y a des gens qui connaissent plus par Internet les drones parce qu'ils ont suivi des choses. Il faut vraiment se souvenir que chaque pays, chaque État a sa réglementation fédérale, généralement, sur l'espace aérien. Le drone, peu importe qu'il soit consommateur, entreprise, industriel, ça n'a aucune importance. La réglementation dit un appareil de 249 grammes ne nécessite pas de permis de Transport Canada pour être utilisé. Mais ça, 249, ça inclut tout ce qui est embarqué, la batterie, la carte SD, les accessoires. Donc, il faut qu'on limite. Dès le moment où on touche le 249,1 grammes, mettons 250, là, on ne gossera pas trop, ça demande une licence. La licence est facile à obtenir. Elle est quand même vraiment simple. Nous, on offre la formation, je suis Drone Expert, à un prix très abordable d'ailleurs. C'est des modules autodidactes, les gens font ça à leur rythme. Dizaines d'heures, peut-être 15 heures d'études, puis on a tout ce qu'il faut pour passer l'examen. L'examen dure
1 heure, mais je pense que je l'ai fait comme en 20 minutes. Là. Ouais, c'est un examen de Transport Canada. C'est un examen de Transport Canada sur le site de Transport Canada. Très facile. Si on a lu la matière, là, vraiment très facile. Presque tout le monde le passe au premier coup. Ça coûte 10$. On peut le réessayer le lendemain si on l'échoue. Puis avec ça, on a le droit d'opérer n'importe quel drone entre 250 grammes et 25 kg. La réglementation va changer. Là, je parle en date d'aujourd'hui, au mois d'août 2024. En 2025, la réglementation va changer. Tout va être différent. Donc, il ne faudra pas prendre ce que je dis là pour du cash dans un an. OK. Cela étant dit, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, on n'envisage pas que ça demande une licence pour les micro-drones, même avec la nouvelle réglementation. Il existe également des opérations avancées. Ça ne s'adresse absolument pas aux consommateurs. Donc, je n'embarquerai pas là-dedans. Je vais laisser mes collègues en parler dans un autre podcast. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la certification avancée est beaucoup plus difficile à obtenir, mais donne beaucoup plus de possibilités. Donc, avec les drones, que ce soit micro-drone ou opération de base, contact visuel, 400 pieds ou 122 mètres d'altitude, on n'approche pas des foules, on ne vole pas au-dessus des événements annoncés, on ne vole pas proche des aéroports ni des bases militaires, puis on reste prudent tout le temps. Exact. Toujours faire référence aussi aux zones de vol. Oui, il y a des cartes intégrées. Il y a des cartes intégrées dans l'application DJI. Elles ne sont pas parfaites parce qu'elles sont bâties sur la réglementation de la FAA aux États-Unis. Donc, il faut toujours aller voir sur l'application Navcam pour savoir si on a le droit de décoller. Avant chaque vol, même si on a déjà décollé à cet endroit-là. Parce que s'il y a ce qu'on appelle un NOTAM, qui interdit la zone pour une période de temps, ou si par exemple il y a un feu de forêt à moins de 9 km, on n'a pas le droit de décoller. On s'entend, il y a pas mal moins d'inspecteurs de Transport Canada qu'il y a d'orignaux dans la forêt, mais ça serait plate de pogner une amende de 5000$ pour une erreur très facile à éviter. Effectivement. Effectivement, surtout que les ressources sont en ligne, disponibles au bout des doigts. Sur une application sur notre téléphone, on n'a pas d'excuses. Oui, effectivement. On a une question. Nice. C'est quoi le meilleur drone pour débuter en photographie aérienne? DJI Mini 4 Pro. Pour débuter, DJI Mini 4 Pro. Le drone, c'est assez moins cher que les drones plus lourds, ne demande pas de licence, fait de l'image 4K, fait du mode portrait et paysage, pas besoin de faire de crop, est super facile à transporter, a une belle autonomie de 34 minutes par batterie, 3 batteries dans le paquet, ça vaut vraiment la peine. C'est un beau petit drone, il est le fun, il vient avec une manette avec un écran intégré, on est tellement plus dans le game des drones, qu'il fallait qu'on mette notre téléphone sur la manette, on met en mode avion pour pas se faire rappeler. Non, là, on est vraiment comme plug and play. On allume la manette, on allume le drone, dans 20 secondes, ils sont synchronisés, dans 40 secondes, ils sont connectés au satellite, on est prêt à décoller. Pas de fil, pas de niaisage. C'est vraiment ce drone-là que je recommande à tout le monde. Beaucoup de gens voudraient acheter le Mini 3 Pro. Je le vois encore énormément demander sur les groupes Facebook. « Hey, j'aimerais ça acheter un Mini 3 Pro. » Il est discontinué. Pour la même raison qu'Apple ne va pas commercialiser un iPhone 14 si on sortit l'iPhone 15, à moins qu'il lui reste des stocks. Ouais. DJI ne reviendra pas au Mini 3 Pro. On est au Mini 4 Pro. Il est meilleur. Il y a des meilleurs capteurs d'obstacles. Ils sont à 360 degrés. Il y a un empattement. Il y a 30% plus de portée. Puis il n'est pas tellement plus cher. Super. Une autre question de Pierre, c'est quoi les règles à suivre pour voler en ville? 2 sortes de villes. On va mettre la grande ville, Québec-Montréal, où il y a des aéroports internationaux. Puis on va mettre le reste de la ville. Parfait. Les autres villes, c'est la réglementation pareille partout. Fait qu'on va mettons, à Rivière-du-Loup, on veut décoller notre drone, on est en ville, c'est bien correct. On garde à vue, on consulte les cartes de Navcan avant de décoller, on s'assure qu'on n'est pas trop proche d'un aérodrome, un petit aéroport, c'est 1 000 nautiques la distance, puis c'est correct. Dans les grandes villes comme Québec, je vais aller vers Montréal. On ne vole pas à Montréal. Je veux dire, on peut, mais ça prend un micro-drone pour être plus facile. Les drones plus lourds, pour voler à Montréal, c'est quand même assez compliqué parce que la zone est restreinte à cause des aéroports. Québec, c'est la même chose, mais c'est la moitié de la ville. De 3000 nautiques, 5,6 km de l'aéroport, s'arrête pile à la colline parlementaire. On est en face du Parlement, on est correct. On est en arrière du Parlement, je ne suis pas sûr. C'est vraiment pour dire. Donc, c'est plus limité. C'est pour ça que les micro-drones sont vraiment la meilleure acquisition qu'on peut faire. Même si on a un drone comme un Mavic 3 Pro, qui est super bon, on veut avoir un micro-drone aussi, parce que lorsqu'on est dans un espace aérien contrôlé, qu'on ne veut pas avoir à planifier notre vol, que c'est quelque chose de spontané, ou juste qu'on n'aime pas ça se compliquer la vie avec la réglementation, on vole à micro. Le micro est un peu plus limité, par exemple, au niveau de la résistance au vent, où il n'y aura pas de zoom dessus, mais il peut décoller, puis il fait de la belle image. Il fait de la super belle image. Effectivement. Oui, vraiment, là. Beau rendu.
Ben, un gros merci de ton temps aujourd'hui, Max. C'était Ça vraiment me un fait- plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, je suis content. C'était le fun. J'espère N'importe quand. que les gens vont venir te voir en boutique, puis ils peuvent toujours te rejoindre, en fait, là, sur les réseaux sociaux Eh ou oui. même par téléphone pour Oui, avoir une c'est discussion vrai. avec toi si jamais ils sont pas à Québec, là, Ben oui, c'est rendu moi qui réponds sur Messenger, puis c'est moi qui réponds aussi sur la boutique en ligne à cette heure. Tu m'as un petit peu délégué ça d'ailleurs, j'apprécie. J'aime ça. Fait que tu sais, oui, textez-moi à appeler. Ben appelez. J'aimerais ça vous dire d'appeler, puis honnêtement, faites-le, mais quand je suis en train de servir un client en personne, je réponds pas au téléphone parce que j'aime vraiment ça servir la personne devant moi. Fait que j'ai des collègues en arrière qui prennent les appels. Fait que c'est peut-être pas moi que vous parlerez, mais si vous textez, ou même si vous envoyez un courriel, demandez Max. Je vais répondre à vos questions de drone. J'aime ça. C'est mon fun. On va trouver quelque chose qui vous convient. Super. Ben, un gros merci, Max, à nos auditeurs. En fait, on demanderait là, si vous êtes capable de faire un petit classement sur Spotify et sur YouTube. Vous allez pouvoir retrouver nos épisodes. S'il vous plaît. Encore une fois, à la prochaine. Merci encore.